Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de notre cycle de conférences. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui un grand historien, en même temps qu'une personnalité qui compte beaucoup dans ce grand mouvement de commémoration que connaît la France en cette année du 80e anniversaire de la Libération. Denis Péchanski est directeur de recherche émérite au CNRS, historien spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et des sciences de la mémoire. Il occupe aujourd'hui le poste de président du conseil scientifique et d'orientation de la mission du 80e anniversaire des débarquements, de la libération de la France et de la victoire. Denis Péchanski a publié de nombreux ouvrages, travaux sur le régime de Vichy, la propagande d'État, la résistance en France, mais aussi sur la mémoire et la mémorialisation. Nous pourrons notamment citer La France des camps, internement 1938-1946, paru en 2002, Des étrangers dans la résistance en 2002, Les années noires 1938-1944 en 2012, Les tziganes en France 1939-1946, et plus récemment, en 2003, Missak et Méliné Manouchian, deux orphelins du génocide des Arméniens. 2023. En 2023, pardon. Alors, je reprends Missak et Méliné Manouchian, deux orphelins du génocide des Arméniens, engagés dans la résistance française, avec Claire Mouradian et Astrid Atamian. C'est donc un rendez-vous utile et qui s'inscrit pleinement dans l'actualité historique et mémorielle que nous vous proposons aujourd'hui. Et nous remercions chaleureusement notre conférencier de nous apporter son éclairage et son regard scientifique sur ces commémorations des 80 ans de la Libération. Bienvenue, cher Denis Péchanski, à la Fondation de la France Libre. Bonsoir. Bonsoir et vraiment merci de votre accueil. Alors, pour essayer de fournir un premier cadrage sur les commémorations que j'accompagne depuis maintenant 2-3 ans, entre la panthéonisation de Missak Manouchian jusque ce qu'on connaît actuellement, les commémorations très, très denses de juin 2024. Et bien sûr, on en aura encore d'autres avec le débarquement de Provence, la libération de Paris, et nous sommes censés fonctionner jusqu'à la fin 2025, pour vous donner le cadre général 2024-2025. Alors, avant même d'aborder comment je vois cette séquence mémorielle et ce qu'on peut en tirer, je veux simplement fournir d'abord des outils, les outils que j'ai forgés ou bien que j'ai utilisés pour le premier, forgés pour le second, pour appréhender ces questions mémorielles, parce que ça vous permettra de voir comment d'abord j'interprète ce qui est en train de se passer, et aussi éventuellement dans le dialogue qu'on va avoir, de s'interroger sur l'évolution de la mémoire, parce que la mémoire évolue avec le temps, et singulièrement la mémoire collective. On le sait pour notre mémoire individuelle, mais la mémoire collective aussi. Et donc, on va commencer par une définition de la mémoire collective qui, à la différence de l'histoire qui est une analyse du passé avec des outils qui sont censés être des outils scientifiques, on aimerait bien que tous les collègues utilisent effectivement des outils scientifiques pour faire leur travail, parenthèse, mais la mémoire, c'est une représentation du passé. C'est une représentation sélective du passé, parce qu'on ne se souvient pas de tout. Et sur quoi est fondée cette sélection? Sur l'utilité sociale de l'événement qu'on va retenir, sur le sens qu'on lui donne à un moment donné. C'est-à-dire qu'en fait, si je reprends une définition à peu près stabilisée maintenant, c'est une représentation sélective du passé qui participe à la construction identitaire, soit d'une société dans son ensemble, soit d'un segment de cette société. Ça veut dire qu'il y a des événements qui sont très importants, et
on le voit nous comme historiens, mais qui ne s'inscrivent pas dans la mémoire collective. On va en prendre, je vais volontairement prendre deux exemples. Dans la guerre, l'effondrement de mai-juin 40, l'exode. Vous avez 8 millions de personnes sur les routes. Si vous rajoutez ceux qui les ont accueillis, ceux qui les ont vus passer, on est quand même très proche des 40 millions d'habitants de la France métropolitaine. Or, c'est un événement, et puis qui va avoir des conséquences, parce que, évidemment, cet effondrement de l'intérieur va être un facteur, malheureusement, d'attraction pour Pétain et pour le régime de Vichy. Bon. Mais, c'est un événement qui, certes, a suscité quelques ouvrages, quelques documentaires ou films avec un peu de succès, mais qui ne s'est pas vraiment inscrit dans la mémoire collective. Et pourquoi? Quand je vous parle d'utilité sociale, quand je vous dis qu'il participe à la construction identitaire d'un groupe, qu'est-ce que vous faites avec la honte, avec la peur, avec la fuite? Vous faites rien. Et donc le problème, c'est comment on fait, si on veut le faire rentrer dans la mémoire collective, pour lui donner un sens. Un deuxième exemple, parce qu'il est très récent, et que justement, le président de la République s'était déjà engagé, pas François Hollande, mais là, il y a une commémoration spécifique. Le président de la République a voulu qu'on évoque, par une étape spécifique à Saint-Lô, le sort des victimes des bombardements alliés. Reprenons quand même cette histoire incroyable. Pendant 3 mois, et à peu près il y a 20 000 morts en Normandie, il y en a 50 000 dans la France entière, mais 20 000. Mais vous voyez bien mon questionnement. Il n'y a jamais eu autant de morts que pendant ces 3 mois en Normandie, pendant toute occupation. Mais qu'est-ce qu'on fait avec des bombes qui sont larguées par les amis qui viennent vous libérer? Au sens strict, ça n'a aucun sens. On ne voit pas l'utilité sociale d'évoquer cette période. Or, ça a des conséquences. Parce que pour les personnes qui ont subi ces bombardements, c'est la double peine. Ils ont subi ce qu'ils ont subi, et en plus, ils savent que ce n'est pas relayé dans la mémoire collective. Donc l'un des défis de ces commémorations, c'est justement de les réintégrer. Mais vous voyez, pour simplement montrer que la mémoire collective, c'est pas, on ne va pas retenir les événements les plus importants dans l'histoire. On va retenir des éléments qui sont à un moment donné, qui répondent à un besoin pour que cette société appréhende son histoire, la façon qu'il l'appréhende. Voilà. Alors, ça veut dire aussi que, vous le comprenez bien, il faut des conditions pour qu'on rentre dans les mémoires collectives, ce que j'appelle les conditions de mise en récit mémoriel. On pourra le voir à différents moments, mais il faut toujours se poser la question, quelles sont les conditions pour que tel événement, quel qu'il soit, rentre dans la mémoire collective. Et à partir de là, on s'aperçoit, et ça c'est très important, que suivant les moments, on va avoir des figures différentes. C'est ce que j'appelle des régimes mémoriels. Alors, quand vous sortez, vous voyez un peu les cours et ce qu'on dit sur la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, mon ami Henri Rousseau a encore moins de cheveux que moi, donc vous voyez un peu la catastrophe quand il dit, mais il perd ses derniers cheveux, quoi, parce qu'on le cite régulièrement, on le cite un peu, mais enfin lui c'est, ah oui, le résistentialisme, etc. Alors c'est un contresens total sur ce qu'il a écrit. Il n'a jamais dit que les Français avaient le sentiment, à un moment donné, d'être tous résistants. Ils savent très bien. Donc c'est pas ça. Il a simplement indiqué qu'à un moment donné, la figure du résistant a été une figure structurante de la mémoire collective, ce qui est quand même tout à fait autre chose. C'est ça le résistentialisme, dans sa bouche. Il faudra sans doute changer le vocable, parce que, qu'est-ce que vous voulez,
Je vais vous dire en 2 minutes, d'abord, petite anecdote, et ensuite 2 minutes le résultat. Ma fille était en terminale, bon. Et elle a eu un sujet sur la mémoire de Vichy, ou la Seconde Guerre mondiale. Mémoire de la Seconde Guerre mondiale en France, parce que c'est au programme de terminale. Bon, et qui n'est pas très bonne en histoire, hein, je ne veux pas non plus défendre son cas, soyons clairs. Ah, il s'est enregistré, il ne faudra pas qu'elle voie, je vais me faire massacrer. Et donc, elle se prend une banane, sauf que le prof fait une petite erreur, c'est très bien de sa part, il envoie un corrigé à tout le monde. Donc je dois le corriger. Donc j'ai lu, et je lui envoie un petit mot en disant, chers collègues, voilà, manifestement ma fille n'a pas du tout compris ce que vous attendiez sur ce sujet. Est-ce que je peux vous rencontrer pour évoquer cette question et savoir comment je peux essayer de changer la situation? Réponse immédiate, aucun problème. Bon, il y a les vacances, donc je vous vois, on se voit après les vacances. Sauf qu'il ne m'a jamais donné l'année. Ça fait 6 ans que j'attends de le voir. Bon. Or, il y avait un double problème. Le premier, c'est qu'il reprenait ce qui est dit malheureusement dans les manuels et ce qu'on raconte habituellement, c'est-à-dire que si on reprend mon terme de régime mémoriel, il y en a 2. Voilà, dans sa tête, dans ce qu'on lit, il y en a 2, et dans ce qui est corrigé, il y en avait 2. Une avec les Français tous résistants, et ensuite la figure de la victime juive. Voilà, c'était les 2 moments. Et en gros, la figure de la victime juive, c'est à partir des années 70, Klarsfeld, Paxton, bon. Et avant, c'est depuis la libération. Alors, ce qui était problématique, c'est qu'en plus, il y avait un jugement de valeur, ce qui, quand on est historien de la mémoire, pose quand même beaucoup de questions. C'est beaucoup plus intéressant ici. Merci. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y avait un jugement de valeur. C'est-à-dire qu'en gros, avant c'était l'ombre, on racontait des bobards sur la guerre, et puis, enfin, dans les années 70, vient la lumière. Je peux vous dire que quand on est historien, c'est un peu problématique. Bon, d'autant plus que moi, j'ai pas 2 régimes mémoriels, j'en ai 6. Alors on y va. Une première période, sortir de la guerre. Là, toutes les mémoires sont invitées. Toutes les mémoires sont invitées, et donc là, le résistant, bien entendu, la figure du résistant, parce qu'on reconstruit la France et que, bon, autour du général de Gaulle, bien sûr, et puis de l'ensemble des forces de la résistance, oui, la figure du résistant, bien entendu, du déporté, avec le retour, mais aussi la figure de la victime juive, même s'il y a beaucoup moins de retours, comme on le sait, bien sûr, mais elle est présente. Et pour prendre un seul exemple, Marie-Claude Vaillant-Couturier, parce qu'on dit souvent, les communistes parlent de la résistance, ils ne parlent jamais des juifs. Bon, Marie-Claude Vaillant-Couturier, donc une élue communiste, une résistance communiste, une déportée communiste très, très connue, d'autant plus qu'elle dirigeait le comité clandestin à Ravensbrück. Marie-Claude Vaillant-Couturier est la seule Française à venir témoigner à Nuremberg, au procès. Et ça vaut le coup c'est en ligne, d'écouter ce qu'elle dit. Parce qu'on lui demande de témoigner du sort des résistantes dans les camps, des expérimentations médicales, enfin les horreurs qu'on connaît. Or, elle commence son discours, enfin, son témoignage,
On dit, écoutez, oui, je vais vous en parler. Mais avant, je vais vous dire que, avant Ravensbrück, j'étais à Auschwitz. Et à Auschwitz, j'ai vu ce qu'on faisait aux Juifs. Les hommes, les femmes, les vieillards, les bébés, les enfants, les chambres à gaz, les crématoires. Donc, elle fait ça pendant 5 minutes. Donc on voit bien que, évidemment, le schéma, on ne parle pas du tout des Juifs, on ne parle que des résistants, ça colle pas, d'autant plus qu'en même temps on va parler de Vichy, parce que les vichistes, ils sont là, et ils construisent un discours autour, d'ailleurs, de ce que Pétain va lui-même avancer, c'est-à-dire, vous savez, il tenait le bouclier pendant que De Gaulle tenait le glaive, et il tenait le bouclier pour protéger les Français, non pas du glaive de Gaulle, mais évidemment des Allemands. Et qu'au bout du compte, les vichistes étaient des résistants. Voilà. Alors, il y a des vichistes résistants, c'est autre chose. Mais là, je parle de Vichy, du régime de Vichy. On pourra aussi en reparler si vous voulez. Parce que comme c'est moi qui ai forgé le vocable, autant s'adresser aux coupables. Donc, mais eux-mêmes avaient la parole, si je puis dire. Eux-mêmes étaient présents. De même qu'il y avait les prisonniers de guerre. De même qu'on a eu les STO. Il y avait vraiment ce moment-là, entre 44, 49, 50, là où véritablement toutes les mémoires étaient convoquées. On n'est pas du tout dans une période où on a une seule mémoire qui s'impose. Même si la reconstruction, bien entendu, fait qu'il y a une hiérarchie, il y a des mémoires fortes, des mémoires moins fortes. Je parle de mémoires fortes et de mémoires faibles, mais là c'est plutôt à haut niveau des mémoires qui, évidemment, sont hiérarchisées. Ça, c'est le premier régime mémoriel. Vous avez déjà compris qu'on en a pour 2 heures pour la première partie de mon exposé. Donc, le deuxième moment, ce sont les années 50. Les années 50, il y a un effondrement des références à la Deuxième Guerre mondiale et singulièrement à la résistance, mais pas simplement. Tout le monde, toutes les références s'écroulent. Et pourquoi? Parce que l'agenda, ce sont les guerres coloniales. L'agenda, c'est la guerre froide. La guerre froide contre un ancien allié. Donc vous voyez que là, comment on arrive à construire un récit dans ce contexte-là sur la Deuxième Guerre mondiale. Donc effectivement, dans ce moment-là, toutes ces mémoires s'affaissent. Évidemment, la mémoire de la résistance s'affaisse, mais elle part de plus haut, donc d'une certaine façon, elle reste à un certain niveau, mais vraiment, c'est beaucoup moins présent. Et bien sûr, la mémoire juive, c'est encore plus évident. Mais en même temps, je vous dis tout de suite, attention, je déteste le mot d'occultation. La plupart du temps, en mémoire, il n'y a pas d'occultation. Il y a simplement une mémoire qui devient une mémoire faible. Alors oui, par exemple, la mémoire juive, la mémoire de la Shoah est une mémoire faible dans les années 50. Mais en même temps, en 1949, il y a un petit bouquin qui sort, qui s'appelle le journal d'Anne Frank, qui a eu tout de même un petit succès. C'est le moins qu'on puisse dire. Et vous avez quand même 2 prix Goncourt dans les années 50 sur l'extermination des Juifs. Et vous avez Robert Merle en 1959, La mort est mon métier. Donc, il faut toujours nuancer en voyant les dominantes, bien sûr, de ce régime mémoriel. Troisième moment, 1958. Alors, je vais vous apprendre une chose. 58, c'est le retour de De Gaulle. Enfin, je vois, je sens bien que c'est une faiblesse dans vos connaissances historiques. Donc, 1958, retour de De Gaulle au pouvoir. Quelle est la légitimité du général? C'est évidemment l'appel du 18 juin. Et donc, il va lui-même porter au cœur du débat la dimension mémorielle autour de la figure du résistant, puisque son appel, qui le légitime, est un appel à la résistance.
Et si ça fonctionne, c'est bien parce que ça rencontre aussi, bien entendu, une volonté populaire. Et de fait, à partir de 58, jusqu'à son départ, la figure dominante, c'est la figure du résistant. D'autant plus que le principal parti d'opposition, le Parti communiste, était exactement sur le même registre. Lui aussi, c'est la figure du résistant qui était évidemment mise en avant. Donc vous avez une convergence mémorielle entre les deux principales forces politiques, et très, très logiquement, bon, ben c'est ça qui est au cœur de ce régime mémoriel, symbolisé, mon valérien d'une part, et ensuite, bien sûr, par la panthéonisation de Jean Moulin. Donc le 19 décembre 64. C'est très intéressant parce que Daniel Cordier, je connaissais bien Daniel, et il est c'était secrétaire de Jean Moulin, a fait un ouvrage, deux références bien connues sur l'inconnu du Panthéon. Pourquoi l'inconnu du Panthéon? C'est que le principal responsable de la résistance, l'interface entre l'extérieur et l'intérieur, je mets évidemment le général de Gaulle de côté, enfin à part, mais son rôle a été absolument décisif. Or, il était absent de la mémoire collective. Et 64, avec de Gaulle, c'est l'invention sociale de Jean Moulin. Alors évidemment, quand on entend invention sociale, on dit « Ah oui, Péchanski il a dit que c'était inventé, que c'était bidon. » Ben non, Péchanski ne dit pas que c'est bidon. Il dit simplement que c'est le moment où, effectivement, il rentre dans la mémoire collective, ce qui fait que depuis ce moment-là, alors que vous aviez quelques rues Jean Moulin qui se battaient en duel du côté de l'endroit où il était né, mais maintenant vous en avez partout. C'est le 5e, je crois, le 5e ou le 6e nom le plus utilisé pour les rues, pour les collèges, les lycées, etc. Enfin, la panthéonisation a eu un effet extraordinaire. Donc, ce moment, effectivement, c'est la figure du résistant qui va durer jusqu'à l'après 68, jusqu'à 70, voilà, on va dire, jusqu'au décès du général. Et son départ avant 69. Là, c'est vraiment un bloc, clairement, à dominante figure structurante résistante. Et en même temps, attention, nuançons. Encore une fois, vous avez le vieil homme et l'enfant, vous avez les guichets du Louvre. Donc c'est bien sûr que ça n'a pas la même importance, mais quand même, ça a marqué dans les esprits par le biais de la télé, qui a un impact que vous connaissez bien à ce moment-là, dans les années 60 en particulier. Donc, mais ça n'est pas effectivement une figure dominante. Non, on est bien avec un régime mémoriel marqué par la figure du résistant. Arrivent les années 70, jusqu'au milieu des années 80. Attention! Avant 1985, en gros, pas au jour près, avant 1985, la figure de la victime juive n'est absolument pas une figure structurante de la mémoire collective. Là, c'est une erreur qu'on fait habituellement, parce qu'on se dit, il y a Klarsfeld au début des années 70, très présent, il y a le livre de Paxton, d'abord sur la France de Vichy, ensuite avec Marus, il fait au début des années 80 l'ouvrage de référence sur Vichy et les Juifs. Au même moment, Klarsfeld fait Vichy Auschwitz. Donc là, il y a... Bon, et puis on est quelques-uns à produire des petites choses autour de ces questions-là. Mais la dominante, c'est pas la figure de la victime juive. La dominante, c'est Vichy. Et c'est là où on voit qu'on n'a pas besoin d'une figure positive, nécessairement, pour porter un régime mémoriel. La figure de Vichy, c'est une figure négative à ce moment-là. C'est pas du tout ce que j'évoquais sur les vichistes qui s'étaient reconstruits une histoire. Là, on est vraiment dans un moment où c'est Vichy, c'est la France veule, c'est la France collabo, ou en tout cas celle qui accepte, celle qui se couche. Bon, il y a eu Chagrin et la pitié, évidemment. C'est Français si vous saviez, là c'est encore plus net et plus dur.
ou Chantons sous l'occupation, enfin tout ça participe, enfin, illustre et participe de cette configuration mémorielle, ce régime mémoriel, ce troisième régime mémoriel marqué par cette... oui, 1, 2, 3, quatrième. Il faut que je suive les chansons. Bon. Donc, quatrième régime mémoriel, les gens noirs. À partir de 85, en gros, effectivement, là vous avez un régime mémoriel qui s'impose et marqué par la figure de la victime juive. Et c'est très intéressant, ça veut dire que c'est le moment où ça rentre dans la mémoire collective. Hein. Mais là, on a eu un processus qui n'est pas du tout le même que ce que j'indiquais pour De Gaulle. C'est au sommet de l'État qu'en 1958, on porte la figure de la résistance comme structurante du nouveau régime mémoriel, et ensuite, ça déroule sur la société civile et sur la société dans son ensemble. Là, c'est parti de la société civile, avec Klarsfeld, avec Paxton, avec Marius, avec Azéma, enfin bon, ça fait quelques années, on est quelques-uns à participer à ça, mais c'est depuis les années 70, oui. Donc on démarre avec la société civile. En 85, aussi parce qu'il y a Cavada qui fait un très gros travail en télé sur ces sujets-là, on voit que ça impacte véritablement dans la société et ça devient une figure structurante, dominante du nouveau régime mémoriel dans la mémoire collective. Mais l'État, il intervient vraiment, même si François Mitterrand a été présent en 92 pour la commémoration du Veldiv, ça s'était pas bien passé d'ailleurs, mais le vrai tournant, bien entendu, c'est le discours de Jacques Chirac, en 95. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir État, puis société civile et population générale, vous avez société civile, mémoire collective, et après, l'État, qui va évidemment encore plus conforter ce mouvement. Et puis, à partir surtout du quinquennat de François Hollande, parce que même si Nicolas Sarkozy a essayé, ça n'a pas forcément bien marché, bien sûr, comme vous le savez, il y a eu quelques ratés, mais il y avait déjà ça en tête. Mais surtout avec François Hollande, et plus encore maintenant avec Emmanuel Macron dans ces deux quinquennats, on est dans un nouveau régime mémoriel marqué par la convergence mémorielle. C'est comme si on retrouvait d'une certaine façon, mais même en l'enrichissant et en diversifiant, ce qu'on avait connu à la Libération, c'est-à-dire que toutes les figures mémorielles sont convoquées. Donc on va parler de la résistance, bien sûr. Rappelez-vous la panthéonisation des 4 résistants par François Hollande en 2015. Rappelez-vous la panthéonisation de Manouchian en février dernier. Donc les résistants sont là. Mais on parle aussi de la Shoah. François Hollande, et donc en hommage aux résistants, mais en même temps, en 2012, en septembre, va inaugurer le mémorial de Drancy, l'antenne du mémorial de la Shoah. Et il va continuer sur ce terrain-là, et plus encore, évidemment, avec Emmanuel Macron, il y a eu régulièrement référence jusque, en particulier aux 80 ans de la rafle du Veldiv, référence au sort des Juifs en France. Mais on parle aussi de Vichy. Mais on parle aussi des prisonniers de guerre, et on essaye de parler aussi des civils dans la guerre. Et donc on essaye aussi d'intégrer les victimes des bombardements alliés, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a une volonté vraiment, et je reviendrai dessus, de diversification et de globalisation mémorielle dans ce régime qui commence
à la fin des années 2000, enfin au milieu des années 2010, on va dire, mais qui va s'amplifier dans les dernières années. Donc vous voyez, je fais ce tableau volontairement pour nuancer ce qu'on dit habituellement, que vous devez d'ailleurs entendre régulièrement à la France Libre, parce qu'on doit vous dire « Oh d'accord, le mythe des Français résistants, et puis après, on parle des Juifs, point. » Il y a 2 périodes. Ben non. Moi j'en ai 6. Donc vous voyez, c'est plus compliqué. Si vous allez en province, vous avez les gens occupés. Si vous allez en Alsace, vous avez les malgré nous. Il y a les malgré nous qui se rajoutent. Parce que là, on va avoir encore une vision différente. Exactement. Donc c'est pour ça qu'il y a une diversité. Le problème, c'est de savoir si sont simplement des mémoires de groupe, ou bien si ça infuse dans l'ensemble de la société. Je pense que la question des malgré nous a commencé à infuser, pour cause, depuis quelques années en particulier, et là, on va être évidemment confronté à cette question pour les commémorations de la fin 2024. Libération de Strasbourg, on va évoquer l'Alsace, donc la question des malgré nous. Donc, ça c'est la configuration. Alors, à partir de ce schéma-là, je veux simplement dire que, à mon sens, on vit une véritable révolution mémorielle depuis 2 ans. Je vais prendre deux moments. La question de la panthéonisation de Missak Manouchian, 21 février 2023. 24, je suis en pleine forme. 21 février 2024, donc 80 ans après l'exécution des 22 du procès, on dit du groupe Manouchian, même si le terme a été forgé après, donc des francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée. Alors je dis révolution mémorielle parce qu'il faut bien mesurer ce qui s'est passé. Moi je faisais partie du comité initié par Jean-Pierre Sakoun et l'unité laïque. Important le nom de sa structure, l'unité laïque, parce que ça inspire tout le process qu'on a conduit. Et moi j'étais, vous l'avez compris, l'historien qui accompagnait l'opération. Bon. Ça a commencé avec l'Élysée en 2022, en mars 2022. Pas au dernier moment. Pas en lien avec la loi immigration, comme ça a été dit. Premier rendez-vous vraiment décisif. Donc si vous voulez être panthéonisé après, sachez-le, si vos enfants sont reçus à l'Élysée par les conseillers de l'Élysée, c'est que c'est bien parti. Voilà. Donc, en l'occurrence, c'était bien parti, on était très bien accueillis, et on voyait bien que maintenant, à partir de là, il fallait dérouler. Même si on n'était pas encore reçu par le président de la République. Mais après, c'est très intéressant ce qui s'est passé, parce que les commémorations du 18 juin 2023, décisives, parce que le président de la République va annoncer la panthéonisation de Missak Manouchian, accompagné de Méliné, et puis rendant hommage aussi au 23, et puis globalement à l'ensemble des étrangers dans la résistance. Il l'annonce, ça veut dire qu'il annonce l'entrée au Panthéon du premier résistant étranger et du premier résistant communiste. Donc le tournant est quand même majeur. En plus, il va le faire le 18 juin, commémoration gaulienne centrée en général sur la France libre, mais il y a quand même dans la crypte de 3 résistants de l'intérieur, mais c'est évidemment fondamentalement une commémoration gaulienne. Et ce qui est intéressant, c'est que aussi, et il l'a explicité, dans une volonté de convergence mémorielle, qui d'ailleurs a été saluée par ceux qui gèrent le lieu, le site.
il est allé dans la Clairière, ce qui n'avait jamais été fait par un président de la République un 18 juin. On l'a fait à d'autres moments, mais un 18 juin, c'est le premier à être descendu à la Clairière. De Gaulle n'est pas descendu à la Clairière pendant la 5e. Il l'a fait juste après la guerre. Et donc, et après, il remonte, et il y a la commémoration sur l'esplanade. Donc en fait, c'est la convergence mémorielle reconstituée entre les victimes des exécutions par les Allemands dans la Clairière. Il y a eu 1000 fusillés à peu près. Bon. Il y a à peu près 65% de communistes parmi les 1000 fusillés, puisque c'était la lutte armée. Il n'y a pas que des communistes. Hein. Il y a Boris Vildé, il y a plein de figures très, très importantes de la résistance gaulliste stricto sensu, mais en dominante, en majorité, c'est la résistance communiste. Mais peu importe, c'est d'avoir associé enfin les deux sites, d'avoir réconcilié, entre guillemets, du point de vue mémoriel, les deux sites, la Clairière et la crypte. Et ça, c'était fondamental. Deuxième chose importante en 2023. La troisième, alors c'est un peu de ma faute, mais surtout de la faute des associations qui s'en occupaient. Il s'avère qu'au moment où on est allé voir les deux conseillers militaires et mémoire, le conseiller mémoire, Bruno Roger Petit, à la fin, on a pris par le droit, il m'a dit, écoutez, est-ce que vous pouvez me retrouver quelques résistants étrangers à qui on puisse donner la Légion d'honneur? Lui, il en avait un, il a fait un petit bouquin, d'ailleurs, il n'avait pas du tout parlé de cette histoire jusqu'à ce moment-là. 96 ans, Pierre Hennebaum, extraordinaire son petit bouquin. Et donc il dit, est-ce que vous pouvez en trouver? Je lui ai dit, écoutez, 80 ans après, compliqué, et puis s'il y a des survivants, à mon avis, ils l'ont déjà, la Légion, je pense. Légion d'honneur. Je vais essayer. Donc je sors, je téléphone, première association, qui me dit, bah non, on n'a personne. Deuxième, la même chose. Et la troisième, c'est Claudie Bassi qui me dit, mais tu sais, pour nous, c'est pas le problème. Hein. Nous, notre problème, c'est les morts pour la France. J'avais jamais travaillé sur la question. Et là, quand il m'a raconté ça, je suis tombé de l'armoire. Il me dit, écoute, actuellement, on est en train de se battre pour qu'au Mont-Valérien, eh bien, les étrangers qui ont été fusillés soient tous reconnus morts pour la France, au même titre que les Français. Et là, j'apprends que, parce que je n'avais pas travaillé du tout dessus, que, oui, il y avait une loi en 1915, Première Guerre mondiale, l'une des conditions pour être dit mort pour la France, hein, ça n'apportait rien sauf le symbole, donc très important, c'était d'être de nationalité française. Alors à l'époque, ça ne posait pas de problème. Hein. Première Guerre mondiale, armée contre armée, régulière, des Français plus les troupes coloniales bien sûr, et puis la Légion étrangère qui était assimilée aux Français, donc globalement pas de problème, vous arrivez à la Deuxième Guerre mondiale, la résistance. Vous avez des étrangers, qu'est-ce que vous faites avec ça? Donc là, ça devient impossible à gérer. Qu'est-ce que fait l'administration? Et l'État, il ne change pas de loi, bien entendu. Donc on va faire ça au coup par coup. On va en reconnaître certains, comme Epstein d'ailleurs, très vite, et puis d'autres qui vont attendre. Dans le groupe là en question, Manouchian, il est rentré dans les mémoires collectives à la fin des années 50. Intéressant d'ailleurs, en plein dans les années 50. Fin des années 50, grâce à Aragon et à Léo Ferré, comme vous le savez, la fiche rouge. Il rentre dans les mémoires collectives. Les gens ne vont pas vous faire un cours sur ce qu'est les FTP-MOI, mais en revanche, Manouchian, où ils disent, ah oui, c'est un nom qui nous dit quelque chose, et pour cause. Eh bien, il est mort pour la France en 71, hein. Pas avant. Et puis,
Golda Banchik, là aussi c'est lié aux associations, hein, leur travail des associations, et je pense en particulier à Alain Simonet, qui a fait un travail extraordinaire depuis des décennies là-dessus. Il a demandé à ce que soit reconnu, mort pour la France, Golda Banchik, la seule femme qui n'a pas été fusillée, qui a été envoyée en Allemagne pour être guillotinée. Parce qu'on ne fusille pas en France de femmes, les Allemands. Donc envoyée en Allemagne pour être guillotinée, mais qui n'était pas reconnue morte pour la France, elle l'a été en 2011. Alors quand, je ferai bien évidemment très vite Bruno Roger Petit, Julie Bruno, bon, j'ai pas de réponse pour vous, mais en revanche, là, j'ai un truc. Elle me dit, ah ouais. Alors quand ils ont vu ça, tout de suite, ils ont pris. Parce que c'était quelque chose de tellement énorme. C'est-à-dire que vous avez un Français, un étranger qui a fait exactement la même chose. Ben, il y en a un qui est mort pour la France, l'autre qui ne l'est pas. Qui ne l'est pas nécessairement. Donc évidemment, quand on tombe de l'armoire à l'Élysée, ça fait plus de bruit que quand on tombe de l'armoire et que c'est moi, quoi, même si c'est pas nécessairement le plus léger. Mais je veux dire, ça a été évidemment tout de suite. On a pu travailler avec le ministère des Anciens Combattants, le secrétariat d'État, qui d'ailleurs eux-mêmes n'avaient pas l'information encore, donc c'est allé très très vite. Et 2 jours plus tard, première réunion, hein, on s'aperçoit que sur les 185 étrangers exécutés au Mont-Valérien par les Allemands, sur 1000, ce qui fait quand même un pourcentage assez représentatif, sur les 185, il y en avait 92 qui n'étaient pas encore dit morts pour la France. La moitié. Et sur ces 92, il y en avait encore un de la fiche rouge, qui était même sur la fiche rouge, Vivac, qui n'était pas encore reconnu mort pour la France. Donc ça a été fait par anticipation en février 2023, mais les 91 autres annoncés au 18 juin. Donc, vous voyez, ce moment-là est très intéressant et ça débouche sur les commémorations, aussi bien, je ne sais pas si vous avez, évidemment, vous les avez vus, c'était extrêmement émouvant, que ce soit au Mont-Valérien ou au Panthéon, c'était vraiment très très fort. Vous savez que la pluie au Panthéon, ça donnait une atmosphère incroyable. Et rappelez-vous hein, le discours du président de la République disant... c'est beaucoup mieux que moi, mais enfin, il disait le cercle est maintenant clos de toutes les figures de la résistance auxquelles on doit rendre hommage. Il manquait les étrangers, les communistes. Ah, hommage, terminé. Et ça, c'est la logique de politique mémorielle d'un président de la République, dont vous savez qu'il a toujours... était intéressé par les questions de mémoire, puisqu'il a travaillé avec rigueur sur la question mémorielle. Je peux me permettre de poser une question. Les milliers d'Australiens et d'Anglais qui sont morts en 14, parce que eux, c'était pas des dizaines, c'était des dizaines de milliers. Tout à fait. Ceux-là, ils sont hors du champ quand même. Ils sont hors du champ, mais ils sont hors du champ parce que ils viennent comme troupes régulières envoyées par leur pays. Donc on ne raisonne pas de la même façon. De même qu'on ne va pas dire mort pour la France, même si ça participe de ça, ceux qui ont débarqué en 1944, ou bien qui ont débarqué en 1942 en Afrique du Nord. Donc c'est ça la logique. Après, je pense qu'on va en trouver, honnêtement, si on fouille un peu, et en particulier dans les troupes indigènes, on va avoir quelques mauvaises surprises. De même qu'on va continuer le travail hein, sur la Deuxième Guerre mondiale. Ce ratio de 50% sur le Mont Valérien, on va le retrouver ailleurs. Hein. Bon. Donc c'est pas terminé. Hein. Bon. Mais voilà, tout simplement, il y avait vraiment une singularité là par rapport aux armées régulières qui sont mortes de fait pour la France, mais plus globalement pour la défaite du nazisme là, et la défaite de l'Allemagne dans une guerre qui était une guerre mondiale. Donc là, c'est simplement pour dire que ça éclaire aussi la séquence 2024-2025. Donc, nous, on est nommés pour
sur cette mission en septembre-octobre 2023, donc un peu tardivement quand même. Et en gros, on va couvrir les années 2024-2025, donc 44-45, avec une importance particulière donnée à cette mission. Elle est présidée par un très grand ambassadeur, Philippe Etienne, qui était à un moment donné le Sherpa du président, qui ne pouvait pas venir avant le mois de septembre parce qu'il a terminé ambassadeur à Washington en août, après toute une série de capitales très importantes. Vous avez un général dans le triptyque, général Michel de Lyon, et vous avez un préfet qui est le préfet Sudry. C'est ça le dispositif qui signe aussi l'importance qu'avaient ces 2 années et cette geste mémorielle pour le président. Et puis il a souhaité qu'il y ait un conseil scientifique qui soit mis sur pied, que je préside avec les principaux spécialistes de ce sujet-là. Et l'une de nos fonctions, c'est d'accompagner ces 2 années. Et puis là, dans le petit groupe que j'indiquais, on a travaillé aussi sur les lieux, sur les sites, sur le sens qu'on voulait donner, nous, et discuter avec le président de ces mémoires. Alors si on reprend les lieux, reprenez un peu, on va voir tout ce qui s'est fait. Bon, très vite, bien entendu. Manouchian, j'en ai parlé. Moment très important, convergence mémorielle que j'évoquais, résistants étrangers, résistants communistes, et puis dans ces moments où on en parle beaucoup, ces combattants étrangers avaient 2 matrices communes. Une matrice qui était évidemment l'attachement à un engagement communiste très large, internationaliste, mais aussi un attachement, autre matrice, à la France. Il y a un amour de la France qui les réunit tous. Mais évidemment pas la France de Pétain, la France de la Révolution française, la France des droits de l'homme, la France des Lumières. Ça, c'est au cœur de leur engagement. Et c'était au cœur de l'engagement de Manouchian. Et au passage, puisqu'il fallait préparer des livres, des films, enfin, des BD, tout ce que vous voulez, des expos, j'ai découvert, par hasard, ça tombait bien, que Manouchian avait demandé 2 fois la naturalisation, en 1933 et en 1940. Donc ça aussi, ça éclaire de cet engagement-là. Et puis, ce que ça voulait dire, c'est... ensuite, il y a ces 2 matrices, mais on rajoute les pièces du puzzle. Lui, c'est évidemment en plus le génocide arménien, d'autres l'Italie, le fascisme italien, d'autres encore l'espagnol, un espagnol, évidemment la guerre d'Espagne, d'autres encore les persécutions antisémites et les répressions anticommunistes en Europe centrale orientale, et puis ce qui va se passer pendant la guerre pour les Juifs. Donc voilà, tout ça, et c'est pas par hasard si ça posait aucun problème à l'intérieur de ces groupes de travailler ensemble, c'est que ils partageaient cette double matrice que j'évoquais tout à l'heure. Donc ça, c'est un point qui était au cœur des commémorations de la panthéonisation. Et soit dit en passant, parce qu'on a raconté qu'à un moment donné quelques petites choses, quelques bobards sur le fait qu'on n'allait pas rendre hommage au 23, que c'était simplement uniquement à Manouchian, et que ce serait une forme de communautarisme un peu arménien. Oui, sauf que la décision a été prise dès le début, qu'il y en aurait 23 qui seraient honorés, et que là, leurs noms sont inscrits en lettres d'or à côté du caveau 13. Donc, je ne vais pas revenir dessus, mais c'était une petite polémique. Voilà. Donc, vous avez ce moment-là. Vous avez, là, vous avez une série de commémorations qui sont enchaînées avec différents lieux. Alors, ça a commencé à Saint-Marcel, en Bretagne. Saint-Marcel, alors c'est très intéressant ce choix-là. À chaque fois, je prends là où le président de la République était présent. Plumelec. Hein, à Plumelec, oui, tout à fait, à côté
de Saint-Marcel, parce que je parlais du maquis de Saint-Marcel, le discours est à Plumelec. Et d'ailleurs, le site était extraordinaire. Et vous connaissez bien entendu, parce que c'est comme un site qui symbolise la contribution de la résistance au débarquement, et ô combien importante, parce qu'ils vont geler là mais des dizaines de milliers de soldats allemands en Bretagne qui ne pouvaient pas être transférés en Normandie à cause de la résistance. Et à Plumelec, de la convergence dans le maquis entre résistance intérieure et résistance extérieure, avec évidemment l'hommage qui a été rendu aux SAS français qui se sont retrouvés là. Et ça c'était un moment extrêmement émouvant, avec d'ailleurs Achille, le dernier survivant des SAS français venu à Plumelec, et qui, c'est un personnage extraordinaire, 99 ans le bonhomme. Hein. Et oui, Achille Muller, oui, pardon, moi je sais pas ce que je... Voilà. Non, c'est parce que c'était hyper émouvant, enfin, vous voyez, Achille Muller, il a 99 ans, et puis il se lève, et puis il va faire un discours. Et puis ensuite, il fait 100 mètres avec le président de la République, au bras du président, et puis il va saluer tout le monde. Enfin, c'est un personnage fantastique. D'ailleurs, le moment des vétérans est un moment très important, parce que c'est les derniers moments. Et on a eu la même chose à Omar, bien entendu. C'était à chialer, tout ça. Vraiment. Donc voilà, ce site-là était très important. Ensuite, dans la foulée, on est allé à Saint-Lô, ville martyre, la capitale des ruines, comme disait Samuel Beckett. Donc, pour, effectivement, évoquer la question des victimes civiles des bombardements alliés, et de tenir un discours officiel pour les intégrer, arriver à les intégrer dans un grand récit qui devrait être pris dans la mémoire collective. Ça marche ou ça marche pas, on va voir. Ça avait été déjà esquissé par François Hollande, mais il n'était pas venu sur place. Là, on a sur place et un discours centré sur la question de ces victimes des bombardements alliés. Très important, c'est la première fois. Hein. De même, Plumelec, c'est la première fois. Là, c'est la première fois aussi. Et on est dans la séquence du débarquement. Et le soir, on va où? À la prison de Caen, pour dénoncer la barbarie nazie et rendre hommage aux résistants qui ont été exécutés par les Allemands qui voulaient évacuer la prison, mais il n'y avait plus de gare, donc ils ont décidé d'exécuter les prisonniers qui restaient. On n'a toujours pas retrouvé leur corps. 3 moments. Ensuite, le 6 juin. Alors, on a évidemment la commémoration, bon, il y a Vers. C'est intéressant, Vers, parce que la plage, là, c'est la plage des Anglais. Et souvent, on minore le rôle des Anglais dans le débarquement. Et il a fallu qu'on précise bien les chiffres. Le 6 juin, il y a plus de personnes du Royaume-Uni qui débarquent, parce qu'il est plus large que l'Angleterre, qui débarquent à ce moment-là, le 6 juin, dans la journée, que d'Américains. Ils sont 73 000, les Américains, héroïques, hein, mais ils sont 55 000. Donc c'est vrai que cet hommage-là, d'autant plus que sur place, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire avec des ombres de soldats là, sur la plage de Vers, c'est magnifique. Hein. Bon. Donc le président de la République voulait y être, bien entendu, dans cette cérémonie britannique. Et puis après, il y a eu ce hommage, bien entendu, avec l'hommage... tous les 10 ans, on change. Hein. On prend une plage britannique ou une plage américaine de débarquement. C'était la plage américaine. Bloody Hama, c'est celle où il y a eu le plus de morts de très loin de toutes les plages de débarquement. Ça a fait échouer d'ailleurs, en passant. Et aussi, c'est là où les grands chefs d'État arrivent. Et c'est là où on comprend que c'est un événement monde. C'est-à-dire que c'est un événement où
où les grands chefs d'État se retrouvent et où le passé nous permet de penser le présent. Et de fait, l'accueil de Zelensky a été un moment extrêmement important dans la commémoration. Et il y a eu un discours sur l'Ukraine, aussi bien tenu par Biden à Colville, avant au cimetière, que par Emmanuel Macron à Omaha. Donc voilà, le lendemain, moment essentiel, Bayeux. Bayeux, parce que c'était évidemment, on s'inscrit dans les... il s'inscrit dans le chemin de Gaulle, dans les pas de Gaulle. Et c'est vrai que c'était un peu en avance, puisque c'est le 14 juin hein, qu'il était arrivé à Bayeux. On avait débarqué à Courseulles, puis il se retrouve sur Bayeux. Et comme vous le savez, ça a été absolument essentiel dans la reconstruction de la souveraineté nationale. Parce que se posait la question de Lamgotte, que déjà une bonne partie du cabinet de Churchill était contre Lamgotte et faisait confiance à De Gaulle et à la résistance. Churchill, c'était plus compliqué, mais alors Roosevelt, là, carrément, c'est bon. Eisenhower, c'était un militaire, lui. Donc, son problème, c'était de pouvoir mener à bien ses actions, et il y avait du mal, bien entendu. Et là, il voit que De Gaulle est accueilli, mais de façon extraordinaire par la population, à Bayeux, et qu'il arrive tout de suite à mettre ses hommes en place. Et d'ailleurs, dans le discours, ils sont tous, enfin pas tous, mais beaucoup sont nommés dans le discours du président de la République. Ça aussi c'est intéressant, c'est que c'était pas simplement un discours sur De Gaulle et la référence gaullienne ou gaulliste habituelle, c'est aussi l'hommage à toute administration qui se met en place d'emblée en Normandie et puis au-delà de la Normandie, puisqu'il va citer plusieurs commissaires de la République. Mais là, Eisenhower a tout de suite compris. Hein. Il dit, oh, ah oui, clairement, vous êtes capable de tenir, ben, faites-le. Et la question a été réglée. Après c'était une question militaire, ce qui est aussi intéressant, c'est que on va sur Paris ou on ne va pas sur Paris. Eisenhower, non pas contre De Gaulle, mais parce que lui, pour des raisons de tactique militaire, il dit, je vais éviter Paris parce que ça va me retarder, je veux foncer, ramasser toute l'armée allemande et puis foncer jusqu'à Berlin. Bon, c'était ça le calcul militaire. Sauf que Paris, c'est un symbole très important et que De Gaulle va emporter le morceau. En s'appuyant évidemment sur Leclerc, tant de choses que je vous apprends évidemment, hein, très clairement, et puis il n'est pas loin, j'ai bien compris, et puis sur Roltanguy, le communiste. C'est intéressant, le patron des FFI d'Île-de-France. Et donc, Eisenhower dit, ok, alors je vous envoie voilà, une partie de mes troupes, 4e DI, et puis avec la 2e DB. Et Paris va être libéré. Mais, bon, Bayeux, et puis Cherbourg. Et là, Cherbourg, c'est vraiment l'amitié franco-américaine. C'est en gros de Lafayette à... de Lafayette au débarquement. Et au passage, vous ne pouvez pas vous imaginer comment les Américains se mobilisent à chaque fois pour les grandes commémorations du débarquement en Normandie. C'est stupéfiant. La petite anecdotique, je veux dire, là, moi j'étais pas dans l'équipe, mais il y a un groupe qui devait négocier combien d'avions, quels avions, enfin pour les cuirassés, tout ce que vous voulez, enfin tout ce qu'on fait habituellement. Donc ça a commencé assez tôt, hein, il y a 4-5 mois. Bon. Alors ils débarquent. Les 4-5 collègues débarquent pour discuter avec les Américains. Les Américains, ils sont 30. Ils sont 30 et les généraux, hein, plus, bon, il n'y a pas que des généraux, mais enfin je veux dire, on voit bien que bon, c'est leur histoire aussi. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Et donc, Cherbourg, ça sera le premier port du monde pendant 2 mois, 3 mois,
parce que c'est le lieu de... ils vont conquérir Cherbourg avec la résistance intérieure, et ça va être le lieu de débarquement, de troupes bien sûr, mais de matériel énormément, et puis de pétrole. Et puis après, ça sera, comme avant la guerre, ça revient à un port transatlantique, un lieu d'émigration vers les États-Unis aussi. Donc c'est vraiment un lieu symbole de l'amitié franco-américaine. Donc vous voyez, quand je vous fais ce tableau-là, on voit bien que par son parcours, le président de la République a souhaité rendre compte de toutes ces mémoires-là. Et j'en oublie une, double, qui est pourtant importante, mais qui a, pour moi, n'a pas eu un écho suffisant. Quand il est allé, le 16 avril, à Isieux, il était déjà allé à Isieux, pour rendre hommage évidemment aux enfants d'Isieux et évoquer cette autre dimension de Deuxième Guerre mondiale et de la mémoire dans sa symbolique la plus terrible, c'est-à-dire le meurtre des enfants, quoi. Déportés, arrêtés, déportés, et terminant dans les chambres à gaz. Et puis Vassieux. C'est la première fois, alors que Vassieux-en-Vercors est compagnon de la Libération, c'est la première fois qu'un président de la République vient pour une commémoration. Il y a eu 2-3 dont le général qui était allé, mais là, pour une commémoration, c'est la première fois qu'un président de la République vient dans le maquis du Vercors. Parce que fin juillet, c'était pas possible à cause des Jeux Olympiques, bien sûr, mais aussi parce que 16 avril, ça tombait bien, parce que c'est la première offensive contre le maquis, menée par qui? Par les miliciens. Et donc ça permettait au président à la fois de rendre hommage aux maquisards et en même temps de dénoncer la collaboration et de dénoncer la milice et de dénoncer Vichy. Donc on voit bien que ça complète la palette. Et il y aura encore, évidemment, vous imaginez bien, les étapes à venir en Provence, à Paris, etc. Donc là, il y en aura normalement d'autres, sauf que, évidemment, le calendrier est un petit peu problématique, on va dire, dans le contexte actuel. Donc voilà, c'est cette volonté-là s'inscrit dans, de rendre compte de toutes les mémoires, s'inscrit dans une politique mémorielle bien particulière. Et qui rencontre, pour partie, en tout cas, me semble-t-il, parce que aussi ça s'est inscrit dans la durée depuis le quinquennat de François Hollande, ça s'inscrit dans la mémoire collective des Français. Voilà, je vous remercie. Vous m'aviez dit que j'avais 3h30, j'ai parlé moins, hein, finalement. On est en dessous, effectivement. Merci beaucoup, cher Denis Péchanski. C'est vrai que cette présentation elle était claire, elle était pédagogique. Merci vraiment de nous l'avoir présentée. Et il y a sûrement des questions, évidemment. On a très certainement des questions à vous poser ou des remarques, mais je l'imagine. La politique mémorielle, c'est pas que la volonté du président de la République, il est conseiller, c'est vraiment sa volonté ou... Là, c'est la volonté, mais il y a d'autres moments, mais ça prend d'autres canaux. Oui, c'est-à-dire que la télé, il est conseiller, la radio, il y a les conseillers autour de lui, bien entendu. Parce que c'est pas un spécialiste, quand même. Non, mais moi, j'ai toujours été très récalcitrant devant, par exemple, certaines plumes. Je pense à une plume connue sous Nicolas Sarkozy, qui n'arrête pas de dire et qui n'arrêtait pas de dire c'est moi qui ai fait le discours c'est moi qui ai fait le discours, etc. etc. Et ça, pour moi, c'est Guénaud. Et pour moi, c'est inacceptable, parce que ça n'est jamais le discours de Guénaud, c'est le discours du président de la République. De même là, les conseillers, évidemment, préparent le discours,
c'est repris après par les présidents, et quoi qu'il en soit, quand ils préparent le discours, c'est en fonction de ce qu'ils savent du président de la République et de ce qu'il a envie de dire. Il sait bien, parce qu'ils savent ça, que ça marche, sinon ils ne sont pas conseillés. Donc c'est effectivement, même si c'est écrit par d'autres, au début, c'est le discours du président de la République, point. Donc, mais je suis d'accord avec vous qu'il est conseillé, mais moi, sur la mémoire collective, il faudrait prendre tous les vecteurs de la mémoire collective. Dans les années 60, 70, la télé a eu un rôle fondamental. Aujourd'hui, zéro, ou presque, sauf les commémorations qui ont un très gros impact. Là j'ai eu des retours là, des télés, vraiment ça a été beaucoup vu. Hein. Donc ça joue. Puis il y a les mémoriaux, puis la panthéonisation. Ce qui s'est fait avec la panthéonisation, je vois le nombre d'écoles qui changent de nom, qui deviennent Manouchian, des places, on va avoir ça, c'est évident. Donc il y a toute une série de vecteurs, vous avez entièrement raison, c'est pas un président qui décide et tout est réglé. Bon, ça prend d'autres chemins. Mais dans le système français, 5e République, il est clair que la place du président de la République est centrale. Vous nous décrivez une démarche très structurée et de spécialistes. Est-ce qu'on sait mesurer le résultat dans les couches de population, surtout celles les plus jeunes qui ne connaissent pas finalement du tout ça, qui ont reçu le baptême de l'école d'une culture plus ou moins diluée et qui finalement ont des tas d'autres préoccupations? Est-ce qu'on sait aujourd'hui, quand vous faites des grands circuits mémoriels comme ça, ce qu'il en reste, et ce qu'il en reste à court terme et à moyen terme? Parce que c'est ça, finalement, la mémoire, il faut la transmettre. Oui, vous avez entièrement raison, et comme j'ai expliqué une fois en me demandant, on me disait, mais vous êtes pessimiste un peu, là. Je dis non, je ne suis pas pessimiste, je suis historien, et un peu sociologue. Donc, je ne suis pas emballé par la situation actuelle, on va dire, et parce que je vois l'état des connaissances des jeunes, et pas simplement des jeunes. Il suffit de voir les tweets, et au-delà des étudiants, de notre personnel politique, les tweets qui accompagnent les commémorations. Alors quand vous êtes derrière et que vous dites ah non, là vous avez oublié là, les 13 000 là, de la... Oui, il y en a 13 000 pour l'arabe du Veldiv. J'ai oublié un mot là, c'est juif. Et un autre c'était les 13 000 juifs français qui ont été... Non, c'était pour l'essentiel des étrangers. Bon. Puis encore un autre que je ne vais pas citer, mais enfin qui se reconnaîtra, qui parce qu'il fallait dire que le président de la République était maurassien, et on a été déportés, aujourd'hui qu'on est en train de réhabiliter Maurras, alors que Maurras a dit de la déportation des Juifs, sans oublier les enfants. Donc j'ai mis un petit tweet, je dis bah c'est pas Maurras, c'est Brasillac. Et par ailleurs, j'aime pas trop qu'on instrumentalise une commémoration de rafle pour régler ses comptes politiques. Moi je m'en fiche, vous pensez ce que vous voulez, mais ça c'est dégueulasse. Bon. Et donc, alors, mais souvent il y a des méconnaissances. Hein. Et dans le dernier cas que je présente, c'est quelqu'un dont tout le monde dit oh là là, quelle culture il a. Il s'est gaufré quand même à plusieurs reprises. Hein. Sauf que j'arrive pas, j'avais oublié les 2 autres fois de prévenir le canard assez tôt. Mais, mais en dehors de cet aspect-là, non, c'est comment on le voit? On le voit d'abord par un phénomène qui m'a stupéfié et qui l'Élysée et puis le ministère de l'Éducation nationale me l'ont confirmé. Il n'y a jamais eu autant d'initiatives portées par les jeunes, les classes. Et ça c'est exceptionnel, parce que nous, notre objectif d'emblée, c'était de dire appropriation. Il faut que ça soit non pas une commémoration avec les élites politiques ou militaires, il faut que ça soit approprié, il faut qu'il y ait un mélange entre l'intime et puis la décision.
politique au plus haut niveau. Il faut qu'on articule tout ça et qu'on aille voir dans les greniers si on ne trouve pas les affaires de l'arrière-grand-père ou du grand-père, des films. Alors c'est pour ça qu'il y a eu une collecte qui a été lancée pour retrouver des archives comme ça. Donc ça c'est un indice, je trouve. Et par ailleurs, on a les sondages qui permettent de voir, voilà, tout ce que je vous raconte sur les régimes mémoriaux, c'est en fonction des études qu'on peut avoir à partir des sondages, à partir de la presse. Alors il y a deux aspects, il y a l'impact tout de suite, et puis les gens ont l'habitude de zapper, on va dire, et donc au bout de 2 ans ou 3 ans, est-ce qu'il leur reste une culture plus large, ou est-ce que ça s'efface très vite? Vous disiez que la mémoire ne s'oublie jamais, mais elle s'ensevelit. Je ne dis pas qu'elle s'oublie, je dis qu'elle évolue avec le temps. Et qu'effectivement, il y a des choses qui sont très haut, et puis ça redescend, puis ça remonte, voilà. Mémoire forte qui devient une mémoire faible. Mais oui, je suis d'accord avec vous que c'est un combat. Et c'est en particulier un combat avec les écoles, mais avec les établissements scolaires. C'est là que ça doit être, c'est prioritaire. Oui. C'est là où on doit mener le combat pour que véritablement cette histoire-là soit connue. Autant chez les profs d'histoire, c'est à peu près le minimum, mais est-ce que chez les autres profs ou les chefs d'établissement, c'est toujours aussi égal? Parce que, je suis filmé. Non, je pense que je rigole, mais je pense qu'ils sont sensibilisés par la question, mais je pense aussi que la formation des enseignants n'a plus le niveau qu'on a connu avant, même s'ils sont sensibilisés, et je le sens beaucoup, mais il y a quand même un problème de formation initiale. Vous savez bien qu'on a du mal à trouver des profs, alors en particulier en maths, donc les recrutements ne sont pas du tout au niveau de ce qu'ils étaient avant, mais en même temps, bon, c'est le défi, quoi. Et puis peut-être de bien mettre en avant les valeurs qui nous unissent, quoi. Moi, quand j'étais prof aussi, avant d'être chercheur, et quand j'étais élève, je me souviens, en 3e et en seconde, on faisait la Révolution française. Les 2 années. Fini, ça. On n'a plus autant de temps. Hein. Donc, il faut peut-être réfléchir à ça. Bon. Il y a eu quand même des années catastrophiques où on a complètement chamboulé la chronologie. Oui. Quand je suis venu toujours la classe de ma fille, je suis venu faire un topo sur la France des camps. La prof, une jeune prof vraiment remarquable. Et je lui dis, voilà, je lui dis, mais vous en êtes où? Oh, je venais en janvier. Là, on a fini, je crois, c'était Première, Deuxième Guerre mondiale, ça tombe bien. Et puis après, on va faire les totalitarismes. Je lui dis, bon, vous faites... Ouais, c'était ça dans les programmes, hein, c'était pas de sa faute, hein, c'était le programme. Il me dit, vous savez, la France de Vichy, on l'a fait à la fin de l'année. Alors, comme je parlais de la France des camps, évidemment, ça tombait bien. Donc là, non, mais ça a été, ces années-là ont été mais catastrophiques. Alors, on a remis de la chronologie, heureusement, mais il y a du dégât. Hein. Aujourd'hui, il y a une volonté aussi de faire une histoire européenne un petit peu plus lisse, oubliant les guerres tribales d'Europe. Oui, et puis de parler de tout, ce qui est compliqué, de toute l'histoire du monde, de tous les sites, de tous les lieux. À propos de... Ah, oui, allez. Oui, il y a d'autres là, allez-y. Oui, on a évoqué tout à l'heure brièvement, mais il y a une nouvelle catégorie, j'ai l'impression, qui est apparue il y a quelque temps, c'est les fameux vigistos résistants.
dont on ne parlait pas du tout il y a quelques années, et qui sont en train de prendre, enfin qui ont pris, il y a eu des bouquins là-dessus, Berger Chaumont par exemple. Je suis un peu troublé par cette notion. Eh bien, vous tombez bien. C'est quoi, ça? Parce que c'est moi qui l'ai forgé, cette notion. Donc, si vous voulez régler des comptes, ça va être avec moi. Bénédicte, ça. Oui, mais après, je vais pouvoir me défendre d'abord. Voilà. Alors, pourquoi je parle de vichisto-résistant? C'est parce que, à différents moments, on a des personnalités qui sont incontestablement résistantes et qui se retrouvent dans la Révolution nationale. Tout simplement. Ça a été le cas. Ce qui fait que ça permet, ce concept-là, de régler les problèmes de règlement de compte mémoriel qu'on a régulièrement. Giraud a été longtemps un vichisto-résistant, dont beaucoup de militaires aussi avec lui. Sa priorité, c'était pas tout à fait le rétablissement de la démocratie en 1943. Enfin, 42-43, bon. Mais c'était un résistant incontestable. Et puis on commence, parce que Freinet, on a en tête le Freinet de combat, mais Freinet en 40, il était résistant, mais il soutenait le statut des Juifs, là, un de ces groupes-là, MLN à Toulouse. Compliqué quand même, il y en a quelques autres comme ça. Donc effectivement, il se retrouvait dans des aspects de la Révolution nationale, mais ils étaient contre l'occupant, et ils voulaient mener le combat contre l'occupant, donc incontestablement des résistants. Ou bien un peu plus tard, quand François Mitterrand arrive à Vichy, c'est pas un double jeu qui joue au début, hein. Il est effectivement à la fois vichiste et résistant. C'est petit, ça. Oui, il était les deux. Parce qu'il croyait dans Maréchal Pétain, la Révolution nationale, et au fur et à mesure, comme avec Freinet, comme avec tous, la partie vichiste s'efface. Et c'est la partie résistante qui vraiment l'emporte, parce qu'il voit bien les contradictions. Mais c'est le cas de Laura aussi, dans l'organisation de l'armée. Enfin, autour de Giraud, il y a plein de militaires qui étaient sur ces positions-là, qui se retrouvaient très bien autour de Pétain et de sa politique intérieure, mais qui étaient foncièrement résistants, anti-allemands, c'est incontestable. Donc, mais à la différence de ce qui est dit à la télé par certains, j'ai encore écouté Éric Brunet un soir, alors que la seule chose que j'écoute à peu près c'est LCI, parce que sur l'Ukraine c'est toujours très bien foutu, mais il y a Éric Brunet mais qui dit de ces bêtises sur le plan historique, et là-dessus, oui, au fait, on oublie que la majorité des résistants, ça venait de la droite, voire de l'extrême droite. Quand même. Merde. Faut pas exagérer, en plus. Moi justement, qui ai parlé de vichisto-résistant, non, c'est scandaleux. C'est pas vrai. Mais il y avait une composante. J'avais publié le journal de Tasca, c'était Angelo Tasca. C'était un cas typique. Il a laissé un journal absolument passionnant et que j'ai publié avec les Italiens, entre Feltrinelli et CNRS. Et on voit bien dans son journal, il défend le maréchal, ce qu'il y a derrière, bon. Et en même temps, il va fournir des renseignements au service belge, en Angleterre. Donc c'est un résistant incontestable, mais il va participer à la propagande de Vichy. Puis au fur et à mesure, il va s'éloigner. C'est ça, c'est des configurations un peu ambivalentes qu'il faut montrer, parce que c'est. Mais il ne faut pas en faire la représentation majoritaire de la résistance. De Gaulle n'était pas vichiste, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon. Aubrac, les Aubrac, ils s'engagent dès 40, c'était pas vraiment des vichistes, hein, etc. Donc c'est absurde de dire ça, mais il ne faut pas non plus nier cette composante-là, parce que sinon on se prive aussi d'un certain nombre de résistants, et c'est un peu dommage, parce que si on commence à faire le tri,
il ne restera plus grand monde, hein, parce qu'on va parler des vichy-résistants, après on va dire oui mais les communistes, donc on met de côté les communistes, puis après, etc. Il ne restera plus grand monde. Hein. C'était quand même pas massif. Hein. Oui. Alors je vais peut-être conclure parce que vous avez parlé qu'il y avait 2 événements où c'était la première fois. Alors en tant que fille de Sasse, on est rassemblées 2 filles de Sasse, donc c'est un immense merci au président de la République d'être venu à Plumelec parce que l'importance, je ne sais pas si vous voyez l'importance que ça a eu pour nos 4 vétérans, on a 4 vétérans, oui. Dont il y en avait 2 présents, dont le colonel Achille Mahler et Armand Bouillou. Ça a été extrêmement important, c'est la première fois qu'ils ont eu cette reconnaissance, puisqu'en 1947, lorsque le général de Gaulle était venu, il n'était pas président de la République. Et c'est important pour eux, pour les familles de tous ceux qui sont tombés, et pour les familles, puisqu'il y a eu près de 2000 Sas, qui sont restés complètement inconnus, complètement autant leurs camarades, comme le commandant Kieffer, ont été beaucoup plus connus ces dernières années, mais les Sas, tout le monde ignorait, et même dans certaines familles, et j'ai des retours aujourd'hui, j'en ai encore eu cet après-midi, de familles qui avaient entendu le mot, mais qui ne savaient pas, qui ont découvert tout d'un coup ce qu'avait fait le grand-père, l'arrière-grand-père, et même le père, puisqu'il y a des enfants, les Sas ont une particularité, et encore aujourd'hui, puisque c'est les régiments héritiers, le premier Arpima fait partie des forces spéciales, c'est qu'ils ne parlaient pas plus, ils ne parlaient pas. Nous, nos pères ne parlaient pas. C'est le Besseur. Hein. Eh oui. Oui, certains ont continué. Et donc, c'était l'importance, et on le ressent, donc maintenant ça fait une semaine, jour pour jour, que cet événement a eu lieu donc, le 5 juin dernier, et des familles découvrent ce qu'ont fait leur père, leur grand-père, leur oncle, etc. Et c'est extrêmement important. Oui. Et nous, on fait un gros travail aussi dans les écoles, etc., pour faire connaître que des parachutistes, parce que en se promenant un petit peu partout, on se rend compte quelquefois que dans des petits villages où les Sas sont passés, où il s'est passé. Alors, en effet, quelqu'un qui aujourd'hui a 80 ou même un peu plus, se souvient qu'enfant, il avait 5 ans, et je me souviens, la Briard, c'était le père de ce petit garçon qui est maintenant un monsieur d'un certain âge, était instituteur, et il a vu les Sas arriver. Mais souvent dans leur uniforme qui n'était pas français, qu'ils ne connaissaient pas, c'était des Canadiens, c'était des Américains, enfin bon, ils parlaient français un peu ou ils ne parlaient pas, parce qu'il y a des endroits où les Sas ne parlaient pas, et ils ne savaient pas ce qui c'était. Et aujourd'hui, ils découvrent que c'était des Français, qui s'étaient souvent engagés très tôt, très jeunes, qui ont fait la Libye, la Syrie avec une figure de légende, Major Sterling, qui ont fait ensuite un certain nombre d'autres opérations et qui ont fini pour la plupart, parce que c'est 700 parachutistes qui ont été parachutés en Hollande, dans la Drenthe, et pour eux ça finira en avril 1945. Comme pour nous les célébrations finiront en 2025. Voilà, donc tout ce travail que l'on fait depuis des années a été mis en lumière pour faire connaître et surtout faire cette reconnaissance pour nos 4 anciens. Et au plus haut niveau. Et c'est très important, c'est pour ça que quand on me posait la question, mais quand même, il parle beaucoup, il fait tout le temps des discours, ici ou là, etc. Je lui dis, mais allez l'expliquer. À ceux qui au SAS et aux descendants et aux combattants de Saint-Marcel et de Plumelec. Allez leur expliquer aux Bretons qu'il ne fallait pas parler de ça. Allez expliquer à la prison aux descendants qu'il ne fallait pas qu'ils viennent pour rendre hommage. Allez expliquer, etc., etc. Bien sûr que c'est indispensable. Il y avait un monsieur Damasco qui était là, qui est très lié, qui avait emmené avec son camion, qui avait sauvé des parachutistes. C'est très lié encore aujourd'hui. Enfin, c'est un lien indéfectible. À chaque fois qu'on va en Bretagne, on va le voir. Enfin, c'est pour ça que je pense que c'est important de voir toute la palette. Et ça sera d'ailleurs la meilleure façon sans doute, de pallier les manques de connaissances.
Concernant les vétérans, là, puisque Claude Jassir, notre délégué des SAS, là, parlait de l'Achille Muller, on a vu à Cherbourg, alors je vais le dire ici, on a vu Paul Le Terrier à Cherbourg, qui a accompagné donc, le président de la République, et qui est un ancien de Bir Hakeim, premier régiment de fusiliers marins, donc il a 102 ans. Et il réside à côté de Cherbourg, alors évidemment, c'est assez extraordinaire, on l'a vu. Il marchait absolument à côté du président, il a participé à l'hommage, c'était pour nous très émouvant. Voilà, Paul Le Terrier. Voilà. Alors, Bir Hakeim, alors, Denis Péchanski, il y a une particularité quand même de la FANCIB, c'est la grande diversité par les origines. En Bir Hakeim, dans la politique mémorielle, dans l'action, on vient de commémorer le 11 juin, l'anniversaire de Bir Hakeim. La fondation était donc à Paris, là, sur différents lieux. Et donc là, on a 53 nationalités à Bir Hakeim. Et aussi, là, il y a quelque chose de particulier qui appartient aussi à la France libre. Oui, mais... Oui. Donc vous me reprochez que... Non, ça va dans le même sens. C'est la 17e mémoire. Ça veut dire qu'effectivement, il y a beaucoup de... Bir Hakeim reste quand même là, c'est bien ancré dans la mémoire des Français. S'il y a un nom de bataille qui... je trouve, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais Bir Hakeim, on sait que c'est une station de métro. En plus, il y a une station de métro, ce qui aide quand même, honnêtement. Ils connaissent la station de métro, mais pas ici. Ah, quand même, honnêtement, c'est... Si, beaucoup plus. Quand même. Le pont. On va faire un... Nous, en plus, on avait une famille, les Tahiti étaient représentés, parce qu'il y a eu 10 SAS tahitiens, et il y avait une famille qui était présente, qui était venue... C'est vrai oui, la famille Colombani qui était présente, et pour eux ça a été aussi extraordinaire, ils ont représenté les 10 familles qui, voilà, donc ils ont fait le voyage, le déplacement, en quelques heures ils avaient pris leur billet, dès qu'ils ont eu l'invitation, ça a été extraordinaire, voilà. Alors vous avez également parlé, Denis Péchanski, d'une révolution mémorielle récente, enfin en employant ce terme-là. Est-ce qu'on peut dire que les Français s'intéressent plus à cette histoire qu'avant? Oui, la preuve, les élections. Ça a fait réfléchir sur l'impact réel et des commémorations et des historiens sur des historiennes sur la population. Parce que j'ai relu encore les objectifs que se fixait le président avec les commémorations, c'est de refonder un bloc autour des valeurs partagées. Disons qu'il est peut-être pas encore arrivé à le faire. Alors ça sera peut-être... après je dis pas qui est responsable, c'est pas du tout l'objet, je ne suis pas de politique là. Mais il est clair que là, il y a une sorte de décalage qui m'interroge, quoi. Un peu, oui. Une question? C'est pas une question, en fait, c'est la continuité de cette remarque, parce que ça m'interroge aussi beaucoup, ça me tracasse même pas mal, en fait. Est-ce que, justement, vous voyez, dans la politique de mémoire, moi, il me semble, pour moi, la mémoire, c'est quelque chose quand même qui relève un peu de l'intime. Vous voyez, avec la mémoire, on essaie de travailler aussi l'émotion, on essaie de travailler quelque chose qui est très sensible, justement, parce que, il me semble que c'était comme ça que c'était perçu, c'était une manière de réactiver le passé, parce qu'on arrive à le saisir, c'est de la mémoire familiale, c'est de la mémoire transmise. Et la mémoire, finalement, parce qu'elle est un peu personnelle, elle rassemble en fait des groupes, mais c'est difficile d'arriver à avoir la mémoire collective de la nation. Parce qu'en fait, vous voyez, si on s'adresse à toutes les mémoires, en fait, chacun a ses problématiques mémorielles propres, et elles ne sont pas toujours finalement faciles à rassembler, ces mémoires. Parce que là, on parle de la Seconde Guerre mondiale, mais il y a plein d'autres mémoires aussi en France qui sont un petit peu parfois antagonistes. Donc, ça fait le lien un peu avec ce que vous disiez aussi sur l'histoire. Vous voyez, est-ce qu'on n'est pas arrivé à un niveau, en fait, un peu de confusion entre la mémoire, l'histoire, et est-ce qu'on aurait peut-être besoin, à un moment donné, peut-être de plus d'histoire que de mémoire si on voulait faire du lien entre les citoyens, parce que en réalité, vous voyez, la mémoire, elle peut être fausse, et c'est pas pour ça qu'on va la transmettre. Dans les politiques mémorielles, on essaie de faire de la mémoire qui soit juste, mais qui devient de l'histoire quelque part dans ce cas-là. Et donc, c'est quoi la stratégie qu'on pourrait essayer de penser pour une autre, peut-être, politique de mémoire, je ne sais pas. Bon.
Parce que là, effectivement, j'ai l'impression qu'on est arrivé avec les résultats là, un peu au bout, quoi. Ça paraît bizarre d'avoir fait autant de politique mémorielle depuis autant d'années, et que, vous voyez, le cœur même du sujet sur des valeurs vraiment de base, quoi. Pas vraiment... Parce que les motivations du vote sont ailleurs, quoi. Ça, certainement. Ça, donc l'impact, les mêmes qui ont pleuré en regardant les commémorations au Maha, ont pu voter tout à fait à l'inverse de, moi j'étais à Oradour, de ces valeurs. 35% votèrent aux élections, et le jour même, ils étaient tous à la... C'est bien, j'y étais aussi, pour cause. Mais pour ça, non, je pense qu'il n'y a pas d'automaticité. Alors, il s'avère qu'il y a aussi une problématique que vous aviez évoqué, mes travaux sur les sciences de la mémoire. J'ai des programmes de recherche avec un neuropsychologue sur déjà mémoire de Deuxième Guerre mondiale, et puis après pour construire des outils, et puis là on travaille sur la mémoire des attentats du 13 novembre 2015. Et la problématique, c'est l'articulation entre mémoire individuelle et mémoire collective. Comment, on a publié beaucoup de papiers là-dessus, comment ça se passe, est-ce que... Je me souviens d'un échange, ça a donné un petit bouquin entre Boris Cyrulnik, que vous connaissez tous, et moi, et il a commencé en disant, écoutez, vous voyez pour le bouquin, donc voilà, il y a eu une étude qui a été faite par Schechter aux États-Unis. Alors c'est un discours à la Cyrulnik, donc il dit on prend un patient, on lui met une casserole sur la tête, bon, entendez l'imagerie cérébrale, voir un peu ce qui se passe à l'intérieur, donc c'est une casserole, on lui met la casserole sur la tête, on lui dit est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez fait dimanche dernier? Tac, 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 ça remonte au cerveau. Bon, et puis là, vous avez des zones qui s'allument dans le cerveau au moment où il donne la réponse. Et puis, un peu plus tard, l'expérience se poursuit. On lui dit, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous allez faire dans un mois ou dans 2 mois? Tac, 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 ça sombre, et vous avez des zones qui commencent à s'allumer. Bah, et il me dit... eh bien, ce qu'on a montré avec cette expérience, c'est que les zones de la mémoire sont les mêmes que les zones de l'anticipation dans le cerveau. Qu'est-ce que l'historien fait avec ça? Bon. Dans la psychologie d'un jeune, en tout cas, il est clair que de toutes les histoires qui l'écoutent, il y a celles qui peuvent lui servir de modèle pour ce qu'il veut faire. Et puis il y a les trucs, les poussières du grand-père, il n'y a rien à faire. Donc il faut que dans les valeurs qu'on porte, on ne se concentre pas sur le négatif, mais aussi sur le positif qu'il va pouvoir utiliser. Parce que si gérer la culpabilité, c'est très bien, il y a eu des tas de choses horribles qui peuvent revenir, mais si on ne donne pas le contrepoison, ça ne sert à rien de parler d'enterrement. Mais ils vous diront eux-mêmes, attention, ouais, tu me caches encore, tu essayes de nous cacher les aspects sombres de notre histoire. Donc il faut que tout soit présenté, mais effectivement, un autre exemple, parce que je n'ai pas parlé depuis longtemps, donc il faut que j'intervienne là. Un autre exemple sur les attentats terroristes, puisque ça m'avait beaucoup marqué. Beltrame. Donc le colonel, enfin lieutenant-colonel, qui va devenir colonel après, post-mortem, et qui a été assassiné par un terroriste à Trèbes. Hommage officiel aux Invalides. Le président de la République rend hommage au colonel Beltrame, et dans son discours, il fait 2 fois référence à la résistance. La première, Jean Moulin, Brossolette, le Vercors. Deuxième moment, l'esprit de résistance, très gaullien.
Jean Moulin, Brossolette, Le Vercors, Jeanne d'Arc. Et il conclut en disant, ou dans son discours, il dit « Je ne veux pas qu'on se souvienne du nom du terroriste, je veux qu'on se souvienne du nom du héros. » Oui, ça c'était C'était fondamental. Absolument. Parce que évidemment, ça faisait écho à ce qui s'était passé en 2012 avec quelqu'un que je ne nommerai pas, mais qui a massacré des gamins dans l'école juive, et puis des militaires, Montauban, là, les gamins à Toulouse. Et le problème, c'est que on n'a retenu que le nom de l'assassin, et que ça s'est retrouvé aussi d'ailleurs après, chez certains politiques. Et en mettant ce nom-là en avant, et bien dans certains segments de la société, c'est devenu un héros. Ben oui, bien sûr. Et donc, c'est pourquoi il avait prononcé ce discours-là, et aussi à un moment donné où il disait, attention, on parle tout le temps des victimes, c'est important, mais il faut aussi mettre en avant les figures héroïques. Et ça me semblait intéressant comme discours mémoriel. Bien, on va, je pense, à nouveau remercier notre conférencier. On va applaudir Denis Péchanski. Pour envoyer le public vers le dernier ouvrage, donc sorti en 2023, Missak et Méline Manouchian, deux orphelins du génocide des Arméniens engagés dans la résistance. Vous savez, dans la résistance française, vous avez publié avec Claire Ouradian et Astrid Atamian. Merci beaucoup d'être venu à la Fondation de la Francine nous éclairer sur cette politique mémorielle, sur cette construction, cette histoire, et puis les commémorations du 80e anniversaire donc, de la Libération. Elles sont très importantes également pour nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone.